Yvan Jacquat, bonjour. Bonjour, Delphine. C'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne YouTube d'Alpacity. On va parler de sujets passionnants, l'optimisation des systèmes d'automatisation grâce notamment et principalement, j'allais dire, à la maîtrise des données. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Alors, Yvan Jacquat, je suis ingénieur de formation, j'ai fait le poly à Zurich, avec un parcours plutôt pratique, parce que j'ai commencé par un apprentissage à Fribourg. Je suis marié, deux enfants, et puis depuis 5 ans, je me suis lancé dans cette aventure de créer ma propre start-up dans le domaine de la maintenance prédictive. Alors justement, tu as créé la société Great Sense en 2018. À quelle problématique tu souhaitais répondre? Alors en fait, moi je viens ce qu'on appelle du condition monitoring. Donc c'est-à-dire développement de systèmes d'acquisition qui permettent de faire la surveillance de grosses machines. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu constater qu'on collectait des quantités de données énormes et puis finalement on ne les valorise pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, pendant 2 ans, j'ai fait ça, j'ai fait des projets dans l'éolien, dans les raffineries au Portugal, en Allemagne et au Brésil. Et en fait, on est arrivé sur comment est-ce qu'on peut traiter les informations existantes avec des algorithmes plus ou moins sophistiqués. Et en fait, on a constaté que ces algorithmes, ça marche. Des fois, ça marche super bien, des fois, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'on n'a pas les bonnes données. Donc, en fait, GreatSense a été créé dans le but de dire, ah ben, pour pouvoir faire de la maintenance prédictive, faire du traitement de données, il nous faut maîtriser la chaîne complexe qui commence depuis la data jusqu'au traitement analytique. Et ça, c'est le but de GreatSense. Qui a été ton premier client? Alors, le premier client, c'était une entreprise qui s'appelle Translait. Donc, c'est une boîte fribourgeoise qui fait du traitement de lait. Ils avaient un équipement qui est super critique, qui permet d'évaporer le lait. Et en fait, c'était vraiment un beau cas d'étude parce que une machine super critique, une PME, des gens super compétents et qui veulent aller de l'avant. Donc, grâce à ça, ben, on a fait un super projet ensemble. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu as lancé Great Sense? Donc, tu as eu ce premier client. Est-ce qu'il y a eu aussi d'autres projets? Il me semblait que tu m'avais parlé d'InnoSuisse. Oui. Voilà, comment tu en es arrivé jusqu'à aujourd'hui? Alors, comment est-ce qu'on a été, comment est-ce qu'on est arrivé jusqu'à aujourd'hui? Alors, déjà, premièrement, avec énormément de ténacité. Oui. Alors, voilà. Mais disons, hors de grandeur, ce qu'il y avait, c'est que c'est vrai qu'on a démarré avec un, deux projets, notamment qui étaient supportés par la promotion économique du canton de Fribourg, avec des projets comme NPR. Ensuite, en parallèle de ça, on a eu une super équipe de l'école d'ingénieurs du Verdon, avec lequel on a pu développer une technologie vraiment pointue dans le domaine de la radiotechnologie et des capteurs sans fil. Et ensuite, on a mis en place tous ces différents éléments, ces différents Lego ensemble, dans des domaines d'applicatifs. Alors, on a eu deux cas principaux. Les deux premiers cas, ça a été Translate. Et puis, en autre cas, c'était les ascenseurs ménétrés, donc plutôt des mouvements translationnels. Et ça a ouvert des portes sur d'autres clients, notamment avec, comme la Poste ou bien d'autres types de clients qu'on a. Vous êtes combien chez Great Sense On est aujourd'hui? 6 Ah, aujourd'hui. équipe d'ingénieurs, j'imagine. On est principalement des ingénieurs, oui. Bien qu'on essaye de s'étendre un peu. De parler d'autres langages. Ouais. Quels sont, selon toi, les plus gros challenges dans tous ces projets, dans ces entreprises pour récolter de la donnée et la transformer pour vraiment avoir de la valeur? Alors je dirais le premier challenge, c'est d'abord trouver le client qui est ouvert à se dire, bon, maintenant je suis dans cet état-là, je veux changer. Donc vraiment trouver le client qui se dit, maintenant je veux aller plus loin, je veux aller dans l'innovation, on veut aller de l'avant. Ça, pour moi, c'était ça. Après, il faut que la personne y comprenne ce qu'on veut faire, et puis aussi, il faut aussi les compétences et les ressources et le temps. Donc ça, c'est quelques critères qui sont quand même assez importants. Ensuite, dès le moment où on a ça qui est en place, ce qui est important aussi, c'est de travailler ensemble sur quels sont les besoins, quels sont qu'est-ce qu'on veut obtenir avec ces données, comment est-ce qu'on va les valoriser. Et puis pour ça, c'est vraiment un travail de partenariat qu'on doit avoir avec lui. Et puis, une fois qu'on a atteint ces objectifs-là, après, déployer le projet et tout, ça c'est des choses qui sont aujourd'hui raisonnablement faciles. Et ensuite, on arrive après dans cette fameuse valorisation des données. Et surtout, ce qui est important, c'est ce qui sort de nos algorithmes, ce qui sort de ces données-là.
en termes de valeur, c'est nul. C'est l'action qui amène la valeur. Donc, ça veut dire que, en gros, on doit pouvoir accompagner le client pour transformer une information en une analyse qui permette d'établir une action. Et ça, c'est quelque chose qui se fait en partenariat avec les clients. Donc une fois, en fait, si je comprends bien, la donnée nous permet d'analyser l'état des lieux. Oui. Donc après, est-ce qu'on arrive sur comment on fait de la prédiction avec ces données? Alors, ça c'est alors nous, ce qu'on utilise principalement, c'est des jumeaux digitaux. Donc ça permet je dirais, d'établir d'une manière contextuelle un comportement d'une machine, de le comparer par rapport à un état réel. Et ça permet après de voir si, ah, attends, c'est bizarre, ma machine se comporte différemment que ce que le modèle me dit, donc il y a peut-être quelque chose qui se passe. Maintenant, tout l'art, c'est de pouvoir créer ces différents jumeaux digitaux pour qu'ils soient suffisamment forts en termes d'information qui puissent nous permettre de faire une analyse. Et ça, l'art, il est là. C'est de dire qu'est-ce que je construis comme modèle. On a alors là, on a tout fait. Des modèles où typiquement, on avait une information qui me dit « Ah, c'est super, j'ai vu une anomalie à cette date-là. » Et puis le client m'a dit « Ah ben, c'est cool, c'est exactement à cette date-là que ma machine est tombée en panne. » Donc, ce n'est pas très prédictif tout ça. Donc, le principe, c'est de pouvoir construire les modèles de telle manière à ce qu'on puisse identifier des déviations le plus tôt possible avec, je dirais, un bel équilibre entre l'engineering et puis le data science. Le data science est là uniquement en support par rapport à ces aspects d'engineering. Donc chez GradeSense, vous maîtrisez tout, c'est-à-dire du capteur jusqu'à l'algorithme. Ouais. Donc vous savez beaucoup de choses finalement sur les machines. Je crois que vous mettez en place une plateforme de partage de connaissances. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui. Alors ça, c'est tout l'art de la digitalisation. Ça ouvre des portes qui sont énormes. C'est vrai qu'on a de plus en plus des clients, c'est ce que je disais avant en fait, d'une information, ce qu'on veut, ce qui génère la valeur, c'est l'action. Et entre deux, il y a cette analyse, il y a cette expertise finalement que l'on peut mettre en avant. Et ça, grâce à la digitalisation, on peut le faire. Donc c'est-à-dire qu'on peut finalement rassembler, créer une expertise qui ne vient pas uniquement sur un site d'une certaine machine, mais après on peut commencer à mutualiser cette expérience et puis dire, ah ben ouais, attends, hier j'ai eu ça sur cette machine-là, ben sur un autre site qu'un autre client, sans, bien évidemment, toujours en respectant les données et tout ce qui va avec, mais cette expérience-là, on peut dire, ben voilà, moi sur cette machine-là, j'ai eu ça, ben peut-être va dans cette direction-là. Donc ça permet après de mutualiser aussi les connaissances. Et nos clients recherchent ça. Est-ce qu'on peut comparer ça au marketplace comme chez AWS, où tu peux acheter par exemple des banques de données, des modèles, Non. Pour moi, c'est plus fin que ça. Parce que acheter un modèle, ça reste quand même des choses qui sont assez génériques. Et puis, ce qu'on constate, c'est que nous, chaque réalité de nos clients, elle est un peu différente. Une information chez un client, elle va pas donner la même action. Ça dépend. Est-ce qu'il a, typiquement dans le domaine de la maintenance, est-ce qu'il a les pièces en stock? Est-ce qu'il a une grosse charge de travail? Et ça, on ne peut pas généraliser. Donc, ça veut dire que pour nous, ce qu'on peut leur dire, c'est de dire, ben voilà, dans ce cas-là, j'ai eu ça, ça et ça et ça, ben, tu choisis la meilleure solution pour ton besoin, quoi. Ouais, c'est s'appuyer, enfin, c'est vraiment cette mutualisation de compétences sur un territoire suisse et aussi entre des entreprises qui ont un savoir-faire suisse assez unique. Oui, oui, absolument. Et ça j'étais vraiment très étonné, mais ce que je vois, on travaille beaucoup, par exemple, dans le domaine de la logistique. Donc, dans la logistique, ben, c'est vrai qu'un robot transstocker est un robot transstocker qui vienne de n'importe quel fabricant, ça joue pas tellement de rôle finalement. Par contre, la manière dont on collecte, on capte et on traite l'information, elle est la même. Et grâce à ça, on peut mutualiser ça. Et ce qui est génial, c'est que nos clients, ils ne sont pas concurrents. Donc, et ils ont intérêt à se dire, mais attends, si je peux profiter de ce que j'ai eu comme expérience là, ben c'est cool, parce qu'après, il y a cette mutualisation. Et ils recherchent ça parce qu'ils voient bien qu'il y a un intérêt pour pouvoir prendre des meilleures décisions plus rapidement et tout ce qui va avec. Donc, il n'y a pas de frein de la part des clients d'avoir cette plateforme de partage de connaissances? Ils demandent ça.
Ok. Donc, ils demandent ça. C'est vraiment... et même, typiquement, on a d'excellentes relations avec des gens comme le responsable de la maintenance de la Poste, qui s'appelle Monsieur Rolf Piana et tout. Ils demandent ça. Hmm. Donc ça, et on a eu aussi comme d'autres clients comme la Landy, ils demandent ça aussi. Donc ça, je pense que ça peut être vraiment un driver qui est assez intéressant encore parce que ça va amener vraiment du... Et ça mutualise. Cette expérience-là, ben, c'était vraiment cette connaissance-là. C'était d'ailleurs Xavier Comtesse qui avait sorti ça. La connaissance, c'est comme un gâteau. Plus on le partage, plus il grandit. Mhm. Ben, c'est exactement ça, quoi. Ça, je trouve ça intéressant. Est-ce que tu observes justement une accélération de l'envie des entreprises de se digitaliser, un petit peu comme une prise de conscience et puis d'être finalement aujourd'hui dans l'action? Oui. Alors, je dirais oui, clairement. Depuis 6 à 12 mois, Ah ouais. on sent une prise de conscience, en tous les cas, dans ce domaine-là. Donc, on se dit, il y a beaucoup d'entreprises qui se disent, ouais, il faudrait peut-être faire quelque chose. Donc ça, on le sent, ça. On le ressent nettement. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est aussi voilà, l'information qu'on a constante sur les évolutions de l'intelligence artificielle? ChatGPT a beaucoup fait parler d'eux, en tout cas OpenAI. Je sais qu'il y a c'est pas nouveau l'intelligence artificielle, mais est-ce que tu penses que ça a un peu encouragé les entreprises en ayant testé finalement juste ChatGPT et de se dire waouh, en fait c'est capable de faire ça, euh, ou c'est une multitude d'éléments qui arrivent et qui fait qu'on prend conscience? Alors, ça, c'est une bonne question. Et je pense que c'est une multitude d'éléments. Mais c'est vrai que ChatGPT permet finalement de, 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 de donner accès finalement à cette technologie de manière très proche. Donc ça permet de démocratiser finalement cette technologie-là. Ça, je pense, ça c'est quand même un élément qui est positif. Après, moi, ce que je constate quand même, c'est que les entreprises, typiquement, des exercices comme on est en train de faire maintenant et le job que vous faites, ça permet aussi de sensibiliser les entreprises au fait qu'il faut se bouger, quoi. Puis il faut y aller de l'avant. Aujourd'hui, je ne peux pas concevoir, en toute honnêteté, de dire on vend du hardware comme on l'a toujours fait, sans avoir une réflexion de digitalisation. Ça me paraît un peu une stratégie qui va avoir ses limites. On peut plus se permettre de pas savoir ce qui se passe sur le terrain par rapport aux machines qu'on livre pour pouvoir finalement accélérer ce loop au niveau du développement et améliorer finalement les équipements qu'on a. Je pense que c'est pour moi, il y a quand même un aspect compétitif qui est là. C'est vrai que, mais ça dépend beaucoup aussi du management des entreprises. Est-ce qu'on a un CEO qui est plutôt orienté sur l'innovation, plutôt sur son rétroviseur, parce que c'est du changement. Et le changement, il est énorme. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Ça, c'était un exemple qui avait été donné par Christophe Meyer, qui était un le directeur de Platine, qui est pour moi un des pontes de la digitalisation dans le domaine en Suisse. Et il disait toujours, la digitalisation, c'est beaucoup plus complexe. On avait parlé, par exemple, de la nanotechnologie. La nanotechnologie, on a une fraise, on fait du coating dessus, on a une fraise qui est super résistante, mais on vend une fraise. Donc pour une fraise, pour le traitement des signes. Ça reste, le business model ne change pas. On reste sur un matériel qui est plus performant, qui est plus là. Dans le domaine de la digitalisation, il y a un aspect technologique qui est important, mais il y a un aspect qui est tout aussi important, qui est le sales, marketing et tout l'aspect stratégie. Donc ça impacte fondamentalement les éléments de l'entreprise, et ça, on constate que ça crée beaucoup de questions, notamment au niveau des fabricants de machines, qui se disent, attends, moi j'ai un super business, c'est le service après-vente, mais si je vais commencer à mettre des capteurs et tout, je vais créer de la concurrence à mon propre business. C'est des choses qui sont importantes. L'idée de se réinventer. Ouais. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger. Et ça, on est au-delà de la technique. Et ce que je constate aussi, c'est qu'on parle d'intelligence artificielle, on parle d'algorithmes, mais c'est un petit bouquin sur de la librairie sur lequel on travaille au niveau de la digitalisation. Et ce que je constate, je n'y croyais pas il y a 4-5 ans en arrière, parce que
Nous, GridSense, c'était une boîte qui est technologique. On a commencé par développer des capteurs, notre système d'acquisition, la radio et tout ce qu'on a avec. Donc, on est vraiment de la technique. Bon, on était à l'aise. Enfin, voilà. Mais ce que je constate, c'est que les barrières, elles ne sont pas là. Les barrières, elles sont vraiment de dire, OK, quel business model? Comment est-ce qu'on entre sur le marché? Avec qui? Quel est le business case? Comment est-ce on aide nos clients aussi à participer à ce changement-là? La clé, elle est là, quoi. Est-ce qu'il y a aussi une notion d'accessibilité? Tu en parlais tout à l'heure, et notamment avec le cloud. Il y a peut-être quelques années, pour des industriels, c'était impensable de mettre des données dans le cloud, pour plusieurs raisons, hein, notamment de sécurité. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu plus accessible, même en termes de coûts. Est-ce que ça participe? Ah, Peut-être je me trompe totalement sur les coûts et que c'est toujours aussi cher, hein. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Alors, moi, ce que je constate, c'est que l'impensable, il y a 4-5 ans, est pensable aujourd'hui. Et, le driver principal, pour moi, il y en a deux. Le premier, c'est clair qu'il y a un aspect coût, évidemment. Après, l'aspect sécurité, bon, on l'a vu récemment, on est à l'abri de rien. Donc, quand on prend des plateformes comme Amazon, comme Azure, ils investissent des milliards en cybersécurité. Après, il faut aussi se poser la question, quelle est la criticité de l'information? On en a. Et puis là, ici, on a eu des clients, par exemple, qui ont fait un assessment qui est très clair. Qu'est-ce qu'on met dans le cloud ou quoi par rapport à la criticité de l'information? Quand on parle de données techniques, ça reste des données techniques. Donc, après, je ne dis pas qu'un hacker, il va pas voilà, mais OK, ça lui fera une belle jambe de savoir qu'une machine vibre, telle température en plus. Enfin, il faut en faire quelque chose aussi de cette information. Donc, pour moi, il y a ces aspects criticité de l'information qui jouent un rôle clé là-dedans, qui fait que finalement, on se dit, pour ce type de données-là, on accepte le cloud beaucoup plus facilement parce qu'il n'y a pas de données sensibles, pas de données personnelles, pas de données, quelque chose comme ça. Donc, moi, cette analyse-là, elle vient de plus en plus. Et puis, on voit que, typiquement, un de nos clients aussi, ils ont fait toute une étude, on a fait tout un assessment par rapport au cloud. Et puis, le gars de l'IT m'a dit, mais de toute façon, on n'y échappera pas. Donc, il faut y aller, il faut poser les limites, il faut faire un risk assessment qui est clair. Et là, c'était super bien fait. On dit, voilà, des données techniques, on accepte d'avoir un cloud en Europe. Des données personnelles, je veux des clouds en Suisse. Des données, enfin, et tout est catégorisé et cartographié. Et puis, en fonction de ça, ça bouge. Et je trouve que cette approche-là, moi, je crois que c'est quand même l'avenir, quoi. Ouais, c'est pas si je me fais attaquer, mais quand je me fais attaquer, puis être le plus près possible. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Puis quel est le coût, quel est le gain? Bon, franchement, avoir des données techniques dans le cloud, je vois pas je crois qu'il faut être. Après, c'est dommage parce qu'on se ferme des portes de ce que je viens de dire avant, mutualisation du savoir et des choses comme ça, qui fait qu'on loupe des immenses opportunités. On pourrait aussi vivre sans Internet, et puis. C'est ça, quoi. Les vieux tarifs. Mais ça, c'est toujours la même chose, quoi. C'est vrai. On peut vivre sans Internet, on peut vivre sans utiliser l'application CFF pour acheter son billet de train. Bon, voilà, c'est une manière de vivre. Moi, je critique pas. Moi, je trouve que c'est pratique de le faire. Mais voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu mets en place des solutions au sein de GridSense justement pour toute cette cybersécurité? Est-ce qu'il y a des prérequis ou des choses qui sont d'une évidence pour vous et puis qui permettent vraiment d'assurer en quelque sorte une sécurité de l'information? Alors, nous, notre approche de base, c'est qu'on est non intrusif. Donc, ça veut dire qu'en gros, même le meilleur, on n'a pas de porte d'entrée. Donc, et ça, c'était un élément, notamment dans les projets qu'on a fait avec la Poste, ça a été le requis numéro 1. Ils nous ont dit, tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne touches pas à une bite de mes informations, quoi. Donc, c'est simplement ça. Tu peux faire ce que tu veux. Et ça, c'était le requis numéro 1. Et c'est grâce à ça, finalement, qu'on a développé notre roadmap dans ce sens-là. Donc, on est non intrusif. En étant non intrusif, par définition, même le meilleur hacker du monde ne va jamais pouvoir arrêter une machine à cause de nous parce que c'est simplement que cet élément-là, il n'y a pas d'interface. Donc je pense que ça, c'est un élément de base déjà. Je pense que c'est très important dans le domaine technique de bien distinguer les aspects, qu'est-ce qui est contrôle,
qui peut arrêter une machine, et puis qu'est-ce qui est monitoring. Et le principe de base pour moi, c'est de séparer d'une manière très claire les deux mondes. Il y a un monde du monitoring, il y a le monde du contrôle, et ça après, c'est clair que le contrôle, les aspects cybersecurity sont beaucoup plus critiques. Et pour moi, ça, on est même sur des systèmes fermés. Est-ce que les avancées qu'on a pu voir des GAFAM, on va dire, sur l'intelligence artificielle et plus précisément générative, est-ce que ça a eu des impacts sur ce que vous développez au sein de GreatSense? Alors, j'ai tendance à dire que il y a du positif et du négatif. Voilà. Alors, le positif, c'est que c'est vrai que ça permet de démocratiser un peu cette technologie. Donc ça, c'est vrai qu'on en parle plus et des choses comme ça. Par contre, je trouve le côté négatif, notamment d'un point de vue technique, c'est que et ça crée beaucoup de barrières auprès de certains de nos clients, où ils disent, en responsable maintenance, ils disent c'est quand même pas un algorithme qui va me dire ce que je dois faire aujourd'hui. Donc, je dirais ça, c'est le côté qu'il faut appréhender. Et en gros, nous, ce qu'on a fait au niveau de GreatSense, c'est qu'on a quand même une approche d'ingénieur avec une analytique ingénieur qui permet finalement de parler le même langage que nos clients. Et je pense que ça, c'est quand même un point important. Donc, ça ne doit pas être une black box. Donc, ChatGPT, je ne suis pas spécialiste dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais ça reste quand même un peu une black box. C'est quand même bluffant les informations que ça fournit. C'est vrai qu'on a fait plusieurs essais, je me suis dit, c'est incroyable. Mais ceci dit, c'est une black box. Et pour moi, dans des domaines techniques où il y a une décision et un impact, il faut quand même comprendre ce qu'il y a derrière. Si je comprends bien, ChatGPT, on est plutôt sur de la statistique. Ouais. Vous faites plutôt de l'analytique. Est-ce qu'on pourrait imaginer dans ton domaine à toi, et pour encourager peut-être la prédiction, faire du statistique dans l'usine? Alors oui, alors ça oui. Alors disons, nous, l'idée c'est typiquement, si on veut commencer à amener une couche AI au sens large du terme, on pourrait tout à fait imaginer l'utiliser. Ce que je dis nous, c'est qu'on est plutôt axé sur des aspects jumeaux digitaux. Donc le jumeau digital, et on utilise pour ça du machine learning, des techniques issues d'intelligence artificielle. Ça, c'est ce que j'appelle, pour moi, on est quand même sur la technique, de l'analytique, en utilisant des outils issus de l'intelligence artificielle pour le faire. Mais après, les résultats de ces jumeaux digitaux, oui. Alors après, pourquoi pas l'utiliser au sens encore plus large, dans lequel on peut mutualiser ces informations. Ça, je pense, ça ferait totalement du sens. On n'y est encore pas, mais ça serait quand même quelque chose qui serait, en tout cas, qui serait assez cool à tester, en tout cas, à l'avenir, dès qu'on y sera. L'avenir nous le dira, ça va vite. Hein. Ouais, ça, ben oui. J'avais une question sur la digitalisation des entreprises et aussi le savoir-faire dans l'industrie. Si je comprends bien, la digitalisation, donc, c'est aussi intégrer l'ensemble des données des entreprises dans le savoir-faire. Donc en fait, on digitalise le savoir-faire. Comment on peut en Suisse conserver cette place assez unique qu'on a du savoir-faire dans l'industrie 4.0, sachant que tout sera digitalisé, donc finalement peut-être accessible à un plus grand nombre? Alors ça, c'est une bonne question. Le comment, pour moi, il y a déjà des changements fondamentaux au niveau de notre structure de la société. Donc, c'est vrai que si je prends une usine hydroélectrique, par exemple, il y avait le système de monitoring qu'on utilisait il y a 20 ou 30 ans, c'était la pièce de 2 francs qu'on mettait sur le palier. Puis on entendait, puis où il y avait des personnes qui passaient tous les jours dans la centrale et qui écoutaient la machine, disaient, ah, il y a un truc qui se passe. Clairement, dans ce domaine-là, la digitalisation n'amène aucune valeur parce que l'expérience, elle est là. C'est vrai que tous ces gens-là, ils sont partis à la retraite. Et en plus, avec la réduction des coûts et tout ce qui va avec, on a de plus en plus d'usines qui tournent autonomes. Et c'est vrai que ça nécessite de digitaliser ce savoir-faire que ces gens avaient dans ce domaine-là. Ce qui est important pour moi, c'est que cette transition-là, elle doit être faite avec les gens du terrain. Le fait de dire, donne-moi tes données, je vais placer un algorithme dessus et je vais dire ce qui se passe,
non seulement c'est utopique, mais admettons que ça ne marchera pas. Parce qu'il faut que les gens ils comprennent ce qu'il y a derrière. Donc, je pense que l'élément clé là-dedans, c'est d'aller en transition et en bonne intelligence entre ce savoir-faire qui est dans la tête des gens et les accompagner dans ce changement en leur expliquant simplement de dire c'est un changement qui n'est pas, je fais pas ça parce que tu vas perdre ton poste, mais c'est simplement en fait que de dire qu'on a de moins en moins de gens qui ont ces compétences-là, donc on doit la concentrer et la digitaliser avec ce genre d'outils. Et il faut accompagner ce changement-là. Et pour moi, c'est un changement qui se fait dans le temps. Ça, c'est un point fondamental. C'est une question stratégique, fondamentale de stratégie d'entreprise. Je vais aller où? Et le point, c'est que si les entreprises attendent d'avoir tous les algorithmes qui sont en place pour tout faire ça, mais ils vont louper le train. Parce que finalement, cette expérience-là se construit dans le temps. C'est un exemple qui est assez... On voit, nous, on le voit très bien. Je prends l'exemple Translate qu'on avait fait ensemble. Ben, au bout de 3 ans, on a identifié 3-4 modes de défaillance complémentaires. On a pu commencer à optimiser la maintenance. On a pu optimiser aussi, notamment le responsable maintenance, il m'a dit ah, ben, je dors mieux. Ben, ça se construit dans le temps. C'est du savoir-faire qui se construit dans la confiance. C'est une information qu'on fournit. Cette information-là, on doit la valider, on doit la challenger pour leur dire ah ouais, c'est cool, ça correspond effectivement à ce que j'ai vu sur le terrain. Donc, ce que tu me donnes, ça tient la route. Donc, je peux passer à une étape plus loin. Il y a une notion de confiance. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui... Il n'y a pas le choix. Il faut le faire, il faut essayer, il faut commencer, il faut se planter. Il faut dire... moi, j'ai dit typiquement avec un de nos clients actuellement, on a dit séance mensuelle avec lui. On s'est dit, bon, la vraie. On ne l'a pas vu, on a le mode de défaillance, on ne l'a pas vu, on va améliorer l'algorithme, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour... Et ça se construit dans le temps. Comment tu fais pour justement, entre guillemets, attraper ces équipes et travailler ensemble pour que ça se passe bien dans le temps et que... Alors ça c'est aussi un excellent point. Et puis et c'est pour ça aussi ça fait partie des facteurs clés de succès finalement. Et la stratégie d'entreprise, la culture d'entreprise joue un rôle clé au niveau de nos clients. Et on voit très très bien. Il y a des équipes où on se dit on veut aller dans ce domaine-là, mais c'est vrai que un projet de digitalisation peut avoir pour moi une influence top-down. Mais la réalisation, c'est du bottom-up. Donc, ça veut dire qu'on doit intégrer les équipes et ils doivent savoir ce qu'on fait. Ça ne doit pas être des loulous qui arrivent et qui disent « Bonjour, mon algorithme a dit ça ». Ça ne marche pas, ça. Il faut vraiment intégrer ces gens dans le truc. Mais surtout, ce qui est intéressant, ben ça c'était top. On avait fait des projets qui étaient super. C'est qu'on a eu vraiment des machines vraiment complexes, notamment avec la Migros, où on s'est mis avec les techniciens de maintenance. On a dit, bah voilà, c'est ça mon problème, qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est le gars, la maintenance, ah bon, on pourrait essayer de mettre un capteur là, là et là. Et ça se construit. Et ils se sont intégrés dans le projet. Et puis finalement, on les accompagne dans ce projet-là. Et avec ça, ça marche. Est-ce que ces personnes, voilà, qui sont expertes dans leur domaine, est-ce qu'ils se forment de manière continue sur ces nouvelles technologies? Est-ce qu'au bout d'un moment, elles auront besoin d'avoir de l'information complémentaire, une formation complémentaire pour pouvoir faire leur nouveau job, entre guillemets? Ouais, alors... Leur job augmenté? Ouais. Alors, moi, je pense que oui. Là, il y a un gros job. Il y a un gros job. Il y a vraiment un gros job. Et donc là, c'est effectivement, ouais, absolument. Il y a cet exemple. Alors, c'est vrai que... et je pense qu'il faut les distinguer aussi à différents niveaux. Hein. Mais ce qui est pour moi le plus important, c'est qu'on doit essayer finalement de dédiaboliser la boîte noire AI en disant, bah, écoute, et c'est ce que je dis, un principe avec les techniciens de maintenance, je lui dis, écoute, ce que tu as fait avec ton fichier Excel, ben nous, on le fait automatiquement avec de l'AI. Mais en gros, c'est la même chose. C'est juste, on traite un peu plus de données et ça va plus vite. Et puis ça, ils comprennent. Donc, ça demande aussi de la formation, c'est clair. Ça demande de la sensibilisation. Ça demande aussi de montrer les résultats qu'on a obtenus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le potentiel? Ça, je pense qu'il y a un gros job. Dans ton domaine, spécifiquement de la maintenance, quelles sont les technologies qui fonctionnent super bien? Celles qui sont vraiment en devenir, où tu sens que ça va bien se passer dans très peu de temps?
et celles où tu penses qu'on est vraiment encore très loin du compte? Alors, ce qui marche super bien, c'est clair, c'est les aspects, je dirais, ce qui marche super bien, c'est du cas comme on fait maintenant, où on maîtrise finalement la chaîne complète depuis l'acquisition de données, traitement et mode de défaillance. Ça, c'est des choses qui fonctionnent assez bien sur des machines qui sont, j'aurais tendance à dire, quand même d'une certaine taille. On est quand même sur des robots, on est quand même sur des gros robots, on est quand même sur des grosses machines type générateur hydroélectrique, éolienne, des choses comme ça. Ça marche super bien. Après, il y a des secteurs qui sont en devenir, notamment dans la petite industrie d'automation, où là aussi il y a des besoins, mais c'est plus pointu, parce qu'il y a beaucoup plus de mouvements, donc on ne veut quand même pas mettre, admettons que j'ai des systèmes avec des pick and place partout, je ne vais quand même pas mettre un capteur donc ça demande d'être un peu plus fin. Donc ça, pour moi, là, il y a encore un peu de job à faire dans ce genre de machine. Il y a des projets qui existent avec certains de nos clients. C'est super intéressant, ils ont des super bonnes idées. Je pense que là, il y a des choses, mais là, il faudra travailler un peu dessus. Après, quel est le truc qui va un peu plus loin? Il faudra qu'on réfléchisse. Il y a des grands challenges, notamment au niveau de tout ce qui est décolletage, tout ce qui est dans les machines d'usinage et tout, où je crois que là, il y a encore un peu de job. C'est pas si simple que ça. Donc, il y a différents domaines techniques sur lesquels on est à des différents niveaux de maturité. Est-ce qu'il y a une actualité qui t'a marqué dernièrement? Alors, une actualité qui m'a marqué dernièrement, bah oui, bon, forcément. Il y en a plusieurs. C'est vrai que que ce soit la guerre en Ukraine avec tout ce qui se passe au niveau du réseau et notamment du barrage, là, c'est vraiment des choses qui m'ont marqué énormément. Après, on a des choses comme, c'est clair, les attaques cybersecurity qui a eu lieu récemment. Ça, c'est aussi des éléments de dire, attends, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc ça, c'est aussi des éléments qui sont importants. Et puis, un autre secteur qui m'a marqué récemment, c'était cette capacité notamment d'avoir tout ce qui est les changements énergétiques, tout ce qui est les potentiels qu'on a. Et ce qui est incroyable, c'est quand on prend ces initiatives sur lesquelles on va bientôt voter, on voit certains partis ne voient que le côté négatif, mais on ne voit pas l'opportunité. Et l'opportunité, elle est beaucoup plus grande que le risque. Donc, allons-y. Donc, ces éléments-là, ça me marque parce que, je vous dis, dans le bleu, si on va avancer, si on attend qu'on sait tout, on ne fera jamais rien, ou on vivra encore à l'âge de la pierre. Donc faisons confiance et allons d'avant, quoi. Et personne n'aurait pensé qu'en 6 mois, l'Allemagne soit capable de remplacer le gaz russe par du gaz liquéfié. C'est possible, ils l'ont fait. Donc, il faut y aller. Est-ce que tu aurais 2 recommandations à partager avec nous? Un livre, une chaîne YouTube ou en tout cas des sources d'informations que tu vois quotidiennement? Alors, disons, moi, il y a un bouquin qui m'a particulièrement, je ne veux pas dire marqué, c'est un terme un peu fort, mais que je trouve très intéressant, sur le change management, que l'on appelle, c'est un bouquin qui s'appelle Who Moved My Cheese, qui est un bouquin. C'est un super titre. Car c'est vite lu, c'est super pour la plage, ça je recommande. C'est sur le change management, et puis c'est vraiment une histoire avec des souris, et puis il y a la souris qui mange son gâteau, enfin voilà, bref, je vous passe l'histoire, mais disons globalement, je trouve que c'est une excellente métaphore du change management. Ça, je trouve que c'est intéressant. Et puis après, il y a un autre bouquin que je peux recommander, c'est les Inevitables. C'est en gros une réflexion sur quels sont les big trends que l'on a sur les 30 à 50 prochaines années, et puis notamment quels sont les drivers. Et là-dedans, on parle de sensorique, on parle d'intelligence artificielle, on parle de cybersecurity, on parle de tous ces trends aujourd'hui que l'on a. Tous ces éléments-là sont assez bien décrits dans ce bouquin. Donc, pour moi, ça, c'est 2 éléments qui m'ont dit... Bon, change management, je le vis au quotidien. Et puis l'aspect vraiment de ce bouquin-là nous donne aussi
en lisant ces éléments-là, je me suis dit, bon, on n'est pas si faux que ça, quoi. On est bien. Et puis, est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais voir à ta place aujourd'hui que nous pourrions inviter? Alors oui, alors moi je vous conseille d'inviter Monsieur Christian Vaner, qui est le fondateur de Le Shop. Pour moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, parce que tous les jours, quand on fait une start-up, on se pose la question, j'aurais peut-être mieux fait de me casser une jambe plutôt que de démarrer dans ce changement-là. Parce que c'est vraiment des fois compliqué, il y a énormément de frustration, c'est dur, c'est compliqué. Et puis une fois, il y avait Christian Vaner, je crois qu'il avait fait un article dans Le Matin, et puis il avait dit, c'est quoi les conditions de succès d'une start-up? Et ça avait marqué, il m'a dit, c'est la résistance. C'est vrai. Et je trouvais que c'était pas mal. Donc on sentait le vécu. Et c'est vrai que lui a vécu un changement énorme en se lançant Le Shop il y a 20 ans. Il était dans la digitalisation. Ils étaient vraiment pionniers dans ces domaines-là. Donc ils ont dû... C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et quand on pense aujourd'hui, ça nous viendrait peut-être même plus à l'idée de commander certaines choses. Enfin voilà, on prend des exemples. C'est tout ce changement-là, et ces gens-là étaient pionniers dans les changements qui sont assez fondamentaux. Des fois, c'est dur d'être pionnier. Mais des fois, c'est dur d'être pionnier, oui. Yvan, merci infiniment. Merci bien. Et puis, je te souhaite une bonne journée. D'accord, super. Merci beaucoup, Delphine.